Je vais passer tout de suite la parole à Laura. Laura, vous êtes très très attendue. L'espace numérique en santé, c'est vraiment quelque chose qui a fait on va dire, une des épines dorsales de toute toute la communication dans la table ronde numéro 1 et la table ronde numéro 2. Tout le monde attend beaucoup de cet outil. Et est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire comment il va se déployer, quand il va se déployer, ainsi de suite? Merci beaucoup, Olivier. Peut-être essayer de resituer mon espace santé dans le panorama global du numérique en santé et puis refaire des petits points de contexte et revenir sur l'historique. Avant de zoomer là, sur le très court terme et puis sur le lien avec la vaccination. Donc, pour resituer le sujet, l'aventure a commencé début 2019 avec le lancement de la feuille de route du numérique en santé qui s'ancrait dans un constat un peu déprimant qui avait été porté par Dominique Plon, avec qui je travaille en binôme, et par l'assurance maladie, qui était de dire on sait que, j'ai presque envie de dire, malheureusement, le numérique en santé est un moyen indispensable derrière pour arriver à tous les buzzwords qu'on répète tous à longueur de table ronde, de rendre le citoyen acteur, d'aller vers plus de prévention, d'aller vers une médecine 4P, d'avoir de la coordination entre le sanitaire et le médico-social, la ville et l'hôpital, de décloisonner, etc. Donc, on ne va pas y couper. Et son objectif profond au numérique en santé, c'est de contribuer à ça. Ce n'est pas une fin en soi. On s'en fiche de faire du numérique pour faire du numérique. L'objectif, c'est vraiment une meilleure prévention, une meilleure coordination, un patient acteur, etc. Aujourd'hui, il y a en tout cas 3 ans en arrière, au moment où a été fait le rapport, le constat, il était déprimant. Voilà, il était de dire aujourd'hui, les outils numériques ne sont pas au niveau, ils ne sont pas suffisamment interopérables, ils ne sont pas suffisamment sécurisés, il y a des problèmes de formation des professionnels de santé, etc., etc. Et donc, collectivement, nous tous qui faisons de la e-santé en France, nous, pouvoirs publics, nationaux, régionaux, professionnels de santé, industriels, éditeurs historiques comme start-up, hôpitaux, etc. Collectivement, là, on a raté quelque chose. Donc, il faut tous qu'on balaye devant notre porte et qu'on fasse en sorte que ce soit mieux demain. Donc, a été publiée en avril 2019 la feuille de route du numérique en santé, 5 grandes orientations, 30 actions, dont une action phare, effectivement, qui est l'espace numérique de santé, qui depuis a été renommé Mon Espace Santé, pour aussi bien montrer que c'était l'espace numérique du citoyen, et que le numérique, en fait, était un peu accessoire dans le nom de cet outil, et qui tire, en fait, quasiment toutes les autres actions de la feuille de route. La feuille de route, elle s'inspire de la doctrine que j'avais théorisée il y a 5 ans dans un livre avec Clément Berthollet qui s'appelait « Ubérisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent », qui est la doctrine d'État plateforme, que Dominique, lui, appelait pas comme ça, mais fort de son expérience de 20 ans sur le terrain en tant qu'ingénieur informaticien, puis DSI, puis DG d'un hôpital, avait dit il faut urbaniser les systèmes d'information en santé et tout ce bazar-là, en s'inspirant du mode de gouvernance d'une ville dans laquelle les pouvoirs publics, ils font 2 choses, ils font les règles. Dans une ville, ils font le code de l'urbanisme. Dans le numérique en santé, ils font les règles d'éthique du numérique en santé, d'interopérabilité, de sécurité. Mais ils font aussi les infrastructures de base qui permettent l'échange et le partage. Dans une ville, les routes, le réseau d'égouts, le réseau d'électricité. Dans le numérique en santé, ce qu'on appelle les communs numériques, le dossier médical partagé dont on va reparler, la e-prescription, la messagerie citoyenne, etc. En revanche, ce n'est pas à nous de faire toutes les maisons individuelles dans une ville. Voilà, on fait un HLM de temps en temps quand il n'y a pas de business model que le privé s'en saisit pas. De la même façon, dans le numérique en santé, ce n'est pas à nous de faire tous les services numériques en santé, voilà, tous les services de prise de rendez-vous, de téléconsultation, d'intelligence artificielle, des objets connectés, des systèmes d'information, des pharmaciens, des médecins, des EHPAD, de la protection de l'enfance, etc. Évidemment, ce n'est pas à nous de faire ça, ce n'est pas notre métier. En revanche, notre métier, c'est de faire en sorte qu'ils émergent et qu'ils émergent dans le cadre de valeurs que nous, pouvoirs publics, garants de l'intérêt général, on garantit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces services numériques, ils doivent respecter les règles d'éthique, d'interopérabilité, de sécurité et qui doivent se raccorder à nos communs numériques en lecture et en écriture, le DMP, l'agenda, la messagerie citoyenne, etc. Tout comme dans une ville, les maisons individuelles, elles doivent respecter le code de l'urbanisme et elles doivent jeter leurs égouts dans le réseau d'égouts et pas dans le jardin du voisin. Donc ça, c'est la doctrine qu'on a posée qui imbibe toute la feuille de route et depuis 3 ans, à marche forcée, avec tous les acteurs, que ce soit les acteurs publics au niveau national,
les acteurs régionaux, mais aussi tous les acteurs qui font le numérique en santé en vrai sur le terrain, les industriels, les professionnels de santé, les hôpitaux, etc. On avance à marche forcée dans notre culture, là, qui est celle des petits pas rapides, où on n'attend pas le grand soir pour faire quelque chose, on n'attend pas la norme d'interopérabilité parfaite, mais on se dit, en fait, aujourd'hui, on ne sait toujours pas s'échanger des PDF par messagerie sécurisée. Donc peut-être qu'on va commencer par là. Et 6 mois après, on n'attend pas 6 ans après, 6 mois après, on va faire en sorte qu'on structure les métadonnées du document. Et puis encore ensuite, on va rentrer dans l'interopérabilité sémantique. C'est vraiment la culture dans laquelle on a essayé de se mettre tous collectivement pour faire avancer depuis 3 ans à marche forcée cette feuille de route. Donc on a réussi encore une fois ensemble, et juste parce qu'avant on ne travaillait pas ensemble et que maintenant on travaille ensemble, et c'est la clé, et ce sera aussi la clé du succès de Mon Espace Santé. On n'y arrivera pas tout seul, nous, pouvoirs publics. On a tous une part de responsabilité à jouer, y compris les citoyens. On a réussi à faire en sorte de craquer tout un tas de serpents de mer auxquels on ne croyait plus. Hein. Moi, quand je suis arrivée dans la santé numérique il y a 3 ans, c'était fou à quel point, en fait, on n'y croyait plus, tellement on avait vécu collectivement d'échecs. Donc, on a réussi à faire en sorte d'enfin sortir d'identité nationale de santé, qui est la brique du début, de la base de l'interopérabilité. On a fait en sorte de faire une messagerie sécurisée citoyenne à l'échelle de toute la France. Alors, on nous disait, y compris tous les experts techniques en interne, que c'était impossible. Les pilotes de Mon Espace Santé ont montré que ça fonctionnait et c'est extrêmement utile. On a remis à jour tous les annuaires. On a fait en sorte que les infirmiers passent de la DELI au RPPS. Ça paraît être un sujet technique, mais sans ça, on ne pouvait pas donner accès aux infirmiers pour vacciner, par exemple, à vaccin Covid. Enfin, c'est des sujets techniques, mais qui derrière ont des implications massives. On a fait en sorte d'avancer sur le serveur multiterminologie d'interopérabilité, de remettre à l'état de l'art le DMP avec l'assurance maladie, d'avancer sur tous les sujets éthiques qui nous tiennent énormément à cœur, les sujets de fracture numérique, les sujets d'impact écologique du numérique en santé, les sujets d'application réelle du RGPD, le sujet de l'implication des citoyens dans la gouvernance qui pour nous est au cœur de tout et aussi qui va nous aider à répondre à tout un tas de problèmes qui se posent aujourd'hui. On a avancé sur des sujets d'innovation là, avec France Relance, sur des sujets de formation des professionnels de santé qui étaient bloqués depuis des années parce qu'on n'arrivait pas à se parler avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sur des sujets d'attractivité RH des DSI hospitalières, par exemple. On a réussi enfin avec la DGOS à revaloriser les grilles pour qu'un responsable de la sécurité d'un système d'information dans un hôpital ne soit pas payé 1 700 € net par mois, parce que sinon c'est impossible d'avoir quelqu'un avec une expérience suffisante qui soit capable de traiter de problèmes hyper compliqués avec des enjeux qui sont potentiellement dramatiques derrière. On a avancé sur le sujet d'accès au remboursement dans une logique européenne internationale. Donc, je ne vous liste pas tout ce qui s'est passé, mais collectivement, du fait qu'on travaille ensemble, on a réussi à montrer que c'était possible, y compris sur des sujets compliqués. Un des projets clés de la feuille de route, c'est Mon Espace Santé, c'est la partie émergée de l'iceberg pour les citoyens, qu'on remet vraiment au centre, et on ne les remet pas juste au centre sur une slide, on leur donne vraiment un outil numérique pour les mettre en capacité d'être acteurs de leur santé, qui est Mon Espace Santé. Mon Espace Santé, c'est 3 briques natives. C'est le dossier médical partagé qu'on a renommé dossier médical, qui est une des briques dans lesquelles vous pourrez ajouter vos données de santé. Voilà, si vous voulez passer 2 heures de votre dimanche après-midi pour prendre votre banette papier, prendre en photo vos comptes rendus d'hospitalisation, votre compte rendu de bio, vos documents médicaux qui ne sont pas dans votre DMP, si vous en avez déjà ouvert un, eh bien, vous pouvez le faire. Et puis, on y reviendra évidemment avec le Ségur et les 2 milliards d'euros d'investissement. On est en train de porter les 12 travaux d'Hercule pour connecter en des temps absolument records tous les logiciels de France, des hôpitaux, des EHPAD, du médico-social, des pharmaciens, des médecins libéraux, des biologistes, des radiologues. Tous ces gens-là mettent leur logiciel à jour pour qu'ils respectent nos fondations de la maison, là dans la maison qu'on présente tout le temps, donc toutes nos règles d'interrobe, de sécurité, d'éthique, et aussi qu'ils se connectent au DMP pour qu'ils puissent l'alimenter enfin automatiquement et que le DMP ne reste pas une coquille vide, comme c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui avec peu de données dedans. Donc, une des briques qui est le dossier médical. Une autre brique qui est un agenda partagé dans lequel on va pouvoir retrouver de façon consolidée tous ces rendez-vous de santé. Et cet agenda partagé, il est essentiel non seulement pour qu'une personne, on pense notamment aux malades chroniques, puisse retrouver tous ces nombreux rendez-vous en un même endroit, peu importe qu'il les ait pris sur Doctolib, sur une autre plateforme, sur le portail propriétaire de rendez-vous d'un hôpital, etc. Il faut qu'il puisse avoir une vision consolidée. Et il faut aussi qu'on puisse utiliser cet outil justement pour faire de la prévention et des rappels. Deuxième brique, une autre brique native qui est la messagerie sécurisée citoyenne. Aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'on demande un renouvellement d'ordonnance à son médecin en lui écrivant par Gmail, alors que quand on écrit à son banquier, on écrit par une messagerie sécurisée. Il y a un vrai problème. Donc, on a enfin réussi à mettre
sur pied une messagerie sécurisée pour écrire et garantir le secret médical autour de ces données quand on échange avec son infirmier, son kiné, son pharmacien, son hôpital, etc. Et puis, quatrième brique, qui est un peu la consécration de l'état plateforme et qui montre toute cette ouverture vers l'écosystème dans une logique de on prend le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire on a un catalogue de services qui est un peu un app store, quoi, visuellement en tout cas, dans lequel seront référencés tout un tas de services numériques publics et privés, à condition de respecter les règles et de se raccorder aux infrastructures. Donc, si on a un service numérique qui est dans ce catalogue, c'est la garantie pour le citoyen que ce service numérique, il est éthique, interopérable et sécurisé, parce que nous, on aura ouvert le capot dans le cadre du référencement, on a ouvert le guichet de référencement là en décembre pour bien vérifier que les règles sont respectées. Donc voilà, cette application, si elle est là, elle ne va pas vendre mes données de santé à une assurance. Voilà, il y a quelqu'un qui a regardé pour moi, je n'ai pas moi-même à me taper les CGU, etc. Et par ailleurs, ces applications-là, si le patient en est d'accord, pourront avoir accès en lecture et en écriture aux briques natives de mon espace santé, notamment le dossier médical et l'agenda. Pourquoi? Parce que derrière, ça permettra de développer massivement l'innovation par tous ces services numériques tiers au bénéfice du citoyen. Donc ça, c'est mon espace santé. Mon espace santé, où est-ce qu'on en est? On a lancé là, à l'été, des pilotes dans 3 départements qui ont été très positifs, puisque à la fois, ça nous a permis, c'était l'objectif premier, de tester techniquement que ça marche. Hein. Enfin, il faut se rendre compte des volumes dont on parle. Hein. On est en train de parler de mettre un outil numérique à disposition de 60 millions de Français, avec des échanges de données massifs, que ce soit via le DMP ou sur des messageries sécurisées. C'est des défis techniques qui sont colossaux. Le défi technique colossal, je parlais de la messagerie sécurisée citoyenne tout à l'heure, c'est aussi celui de l'opt-out. Vous savez, la grosse différence par rapport au DMP, c'est que au lieu que des gens doivent ouvrir proactivement leur compte, ils reçoivent un courrier, ils peuvent s'opposer à la création de mon espace santé. S'ils ne s'y opposent pas, mon espace santé est ouvert 6 semaines après. Et ce mécanisme-là est clé, c'était essentiel pour nous pour débloquer l'échange de données. On a observé dans les régions pilotes que les hôpitaux n'avaient plus à se poser la question de est-ce que le patient que j'accueille a un DMP qui est ouvert, puisque dans 99% des cas, c'est le cas. Et donc, en fait, ils ont débloqué massivement l'envoi des comptes rendus d'hospitalisation, des prescriptions de sortie, des lettres de liaison au DMP, juste parce qu'en fait, on a rompu le cercle vicieux de j'alimente pas parce que derrière, c'est pas ouvert et j'ouvre pas parce qu'en fait, de toute façon, c'est vide. Donc, premier point sur les pilotes. Deuxième point, il y a eu des très bons retours sur l'ergonomie du produit, avec une ergonomie qu'on a voulu vraiment simple et léchée. Et en tout cas, voilà, c'est une amélioration continue dans tous les cas, mais c'était important pour nous de le tester. Les retours étaient bons. Troisième point, on a pu tester tout un tas de cas d'usage, notamment des cas d'usage, il y en a plein, mais par exemple autour de la préadmission à l'hôpital. Voilà, il y a énormément de choses à faire. Et puis, on a pu tester l'opt-out. Alors, avec des résultats qu'on prend vraiment avec des pincettes, que parfois on ne cite même pas. Aujourd'hui, il n'y a que 0,7% de personnes qui s'opposent à mon espace santé dans les départements pilotes. Mais dans la mesure où la communication a été limitée, puisque l'objectif principal était de tester les aspects techniques, etc. Et puis, vu les polémiques actuelles, etc., on a un petit peu peur aussi que ça déteigne sur mon espace santé. Voilà, on ne s'avance pas sur ce point. En tout cas, aujourd'hui, le taux d'opt-out dans les départements est de 0,7%, ce qui est extrêmement faible. Dans un projet similaire en Australie il y a quelques années, le taux était de 10%. Deuxième point, là, on est sur la généralisation. Début 2022, comme annoncé. Alors, s'il n'y avait pas eu Omicron, on aurait fait la conférence de presse aujourd'hui. Comme il y a Omicron, ça sera dans quelques jours. Mais donc, il faut quand même se rendre compte, hein, les projets informatiques de cette ampleur qui tiennent les délais, il y en a très peu. Donc, le fait que collectivement, avec l'assurance maladie, avec tous les gens qui ont contribué, on arrive à lancer dans les délais, c'est quand même assez exceptionnel. Et évidemment, tout n'est pas parfait, mais il faut quand même le noter. Voilà. Donc, généralisation à tous les Français là, dans quelques jours, semaines, accompagné d'un déploiement massif, tant des citoyens sur tous les aspects fracture numérique. Voilà, là, on est en train de faire en sorte qu'il y ait une armée mexicaine sur le terrain pour que chaque Français puisse se retourner vers une personne, alors des personnes du support évidemment, mais aussi une personne en physique, notamment ceux qui sont les plus éloignés du numérique,
pour comprendre comment fonctionne mon espace santé, pour qu'ils s'y opposent s'ils le souhaitent, pour qu'ils gèrent l'accès à leurs données de santé, puisque c'est une des vocations premières de mon espace santé. J'en ai pas parlé, mais il y a un cockpit des accès dans mon espace santé, etc. Donc, on a travaillé avec les réseaux santé classiques, que ce soit côté des CEPAM avec des agents au guichet, ou que ce soit dans tous les autres réseaux en lien avec les élus locaux, en lien avec l'Agence nationale de cohésion de territoire, les maisons France Service, les conseillers numériques France Service, les hubs de médiation numérique qui existent déjà, les aidants Connect, les 24 000 aidants Connect qui existent. On est en train de former tous ces gens-là à mon espace santé pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de mon espace santé et qu'on en fasse une priorité et qu'eux-mêmes puissent aller former les citoyens ensuite. Il va par ailleurs y avoir des spots télé qui vont être lancés en février, etc. Enfin là, la communication va vraiment se lancer là, à partir du mois de février. Deuxièmement, gros accompagnement des professionnels de santé, en très fort lien avec le Ségur et les 2 milliards dont j'ai parlé, là, des 12 travaux d'Hercule pour rendre tous les logiciels compatibles, et notamment faire en sorte que l'accès au DMP et l'envoi de documents dans le DMP, dans le dossier médical, soit vraiment facilité par rapport à ce que c'est actuellement, que ça puisse être intégré de façon ergonomique au logiciel avec un envoi automatique si le professionnel de santé le souhaite. Donc, et il va y avoir une campagne de l'assurance maladie, là, des gens qu'on appelle les CIS et les dames, qui vont venir accompagner les médecins, les pharmaciens, etc. sur ces sujets. Ce qu'il faut avoir en tête, après je parle dans 2 secondes de la vaccination, je pense que j'ai bien dépassé mon temps, c'est que ça ne va pas être le grand soir. Voilà, ça va être une dynamique de petits pas rapides, comme depuis le début. Donc là, on va lancer mon espace santé. Progressivement, ça va s'enrichir de fonctionnalités. Progressivement, les logiciels des professionnels de santé vont être mis à jour. Il y aura une alimentation automatique. Et cette logique de petits pas rapides, on la rend très concrète puisqu'on va publier au moment de la conférence de lancement la roadmap publique de mon espace santé sur ce qui va arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années, et qui est agrémenté d'ailleurs par le comité citoyen et les recommandations du comité citoyen du numérique en santé, la 30 citoyens tirés au sort, plus 5 assos de patients tournantes qui ont rendu leur rapport hier. On le présentait avec Michel Simès, qui est d'une intelligence et d'une finesse qui, honnêtement, redonne foi en la démocratie. Et effectivement, je fais le lien avec ce qui était dit avant sur parfois les débats avec des fake news, y compris à l'Assemblée nationale, ce qui est quand même assez inquiétant. Là, honnêtement, ça rassure énormément quand on prend le temps de former les gens sur 2 week-ends, hein, juste, c'est pas non plus 4 mois, et ben, ils font des propositions qui vraiment sont extrêmement intelligentes et on s'est engagé hier à en prendre en compte 60% et on est en train d'instruire les autres. Sur la vaccination, ce qui existe déjà dans mon espace santé, c'est une première version du carnet de vaccination. L'usager peut le remplir lui-même, les professionnels de santé également. Ils pourront le faire de façon d'autant plus fluide que le Ségur va accélérer tout ça là, sur cette année 2022. Par ailleurs, on a prévu une alimentation automatique du volet vaccination avec les données issues de vaccins Covid, pour que les données de vaccination Covid soient automatiquement implémentées dans le système, dans le carnet de vaccination de mon espace santé à son ouverture. Et par ailleurs, dans les prochaines étapes sur les aspects de vaccination, on va ajouter des rappels dans le carnet de vaccination rapidement, hein, là au S1 2022. Notamment au sujet des vaccinations obligatoires pour les enfants, qui sont quelque chose de compliqué à gérer. Et puis par ailleurs, on est aussi en train de travailler à aller plus loin, notamment dans le cadre de la présidence française à l'Union européenne, où on souhaite vraiment impulser quelque chose de fort sur ces sujets, puisque pour pouvoir couvrir tous les schémas vaccinaux et les valences associées, il nous faut une nomenclature de référence sur des données de vaccination et un système expert qui permet de calculer les dates de rappel. Donc, dans cette perspective, on échange à la fois avec nos collègues européens, notamment le Luxembourg, qui ont fait des choses très bien sur ça, et sur des partenaires industriels experts du sujet, notamment Mesvaccins.net, qui a aussi une vraie expertise au niveau national, et puis aussi les autres. Et donc, on travaille avec eux sur ce sujet-là pour aller encore plus loin sur le sujet valeur ajoutée du carnet de vaccination de mon espace santé, sachant qu'on profite du momentum de la PFUE, la présidence française à l'Union européenne, là, de janvier à juin 2022, pour accélérer davantage ces sujets, notamment au vu du contexte et de la pandémie qu'on connaît. Merci beaucoup, Laura. C'est de ces propos passionnants et passionnés. Ça fait plaisir de voir quelqu'un du ministère qui a autant de flammes dans son projet, et c'est vraiment tout à fait porteur de quelque chose. Mais je sais qu'avec Dominique, vous êtes vraiment très, très impliqués sur le sujet depuis plusieurs années, et on voit les choses bouger, comme quoi quand on veut se mobiliser, on y arrive, et c'est très, très bien.